Merci à la régie. Je ferai l'effort de vous réveiller, parce que je sais que vous dormez souvent. Merci. Alors, vous voyez, mesdames et messieurs, saluer encore une fois de plus le docteur Florent Akakro. N'est pas président du comité scientifique qui veut. Le comité d'organisation du congrès a décidé de mettre les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et c'est cela qui s'illustre par ce brillant compte rendu délivré par le docteur Florent Akakro, que je vous demande encore une fois de plus de saluer. Honorables congressistes, nous notons l'illustre présence de celui que Monsieur le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle de Côte d'Ivoire nous a présenté comme son conseiller très spécial. Je crois que j'ai bien retenu le mot. C'est le professeur Boni que je vous demande de saluer. À ses côtés, vous avez l'inspecteur général de la santé. Et tout à l'heure, quand je descendais, il m'a appelé par mon nom bien connu dans notre promotion parce qu'il est mon promotionnaire, mais il est mon patron. Donc vous comprenez que quand il est avec nous, je ne peux pas le passer sous silence. Le docteur Bernard Pao, inspecteur général de la santé. Voilà pourquoi il est bon que dans le milieu médical, on utilise les médecins pour assurer la maîtrise de cérémonie. Espérons, mon cher patron, que votre humble serviteur soit à la hauteur des attentes du Congrès pour honorer notre promotion. En tout cas, je vous dédie l'animation. Merci. Alors, je pense, si mon parrain Kofi me regarde, tout à l'heure, monsieur le président de la FOAPS est sorti pour s'enquérir des nouvelles de monsieur le ministre. Je vous ai dit qu'il nous faisait l'honneur d'être parmi nous ce matin. Donc, tout le programme, le déroulé du programme dépend de ce petit aspect. Il ne serait pas utile que nous commencions le panel et qu'immédiatement on soit interrompu par l'arrivée du ministre. Donc en attendant, je vais demander à la régie de nous passer une très bonne musique. Aujourd'hui, vous devez faire la démonstration de votre talent, de sorte qu'au prochain congrès, on vous donne d'autres gombos. Si c'est raté aujourd'hui, vous avez tout perdu, hein? Donc faites l'effort d'être en phase avec le MC et surtout ne pas me décevoir. De la bonne musique, s'il vous plaît. Merci.
indomitable DJ Mind the Gap. Merci à la régie. Je crois que nous sommes en phase, c'est très bien. Honorables congressistes, mesdames et messieurs, vous savez que nous avons le souci de la gestion du temps. Et à l'heure actuelle, en même temps que le temps est notre ami, il devient notre adversaire. Nous devons donc le gérer. C'est la raison pour laquelle nous allons commencer les travaux prévus par le panel que nous avons débuté hier et qui malheureusement, compte tenu du fait que la salle se vidait, nous avons préféré le commencer à un moment où la tension était soutenue. C'est la raison pour laquelle je voudrais appeler le docteur, c'est Hichem ou Ikem? Hichem, bien francophone. Docteur Hichem Zidi, qui est le modérateur de ce panel. Je demande à la régie de nous amener les micros qui vont servir au panel. Merci de l'avoir accompagné et soutenu avec cette bonne musique. Alors, donnez encore du courage à Dr Hichem par vos applaudissements. Merci. Bonjour à tous. Donc, je me présente tout d'abord. Je suis Dr Zidi,
Hichem, médecin généraliste tunisien, vice-président du comité scientifique de ce congrès. Je tiens tout d'abord à remercier tous les Ivoiriens pour l'accueil qu'ils nous ont réservé. Le comité scientifique à leur tête, professeur Florent Aka, mon ami Sylvain et toute l'équipe du comité scientifique, mais aussi le président du Conseil de l'ordre ivoirien qui nous a réservé un chaleureux accueil, on le remercie, et à, tous les représentants et les représentantes pays de la FOAPS. Donc sans plus tarder, j'invite les orateurs par ordre de parution. Donc, Dr Nadia Fenina, qui est directrice générale de l'unité de promotion d'exportation des services de santé du ministère de la Santé en Tunisie. Le deuxième intervenant, mon ami, M. Kofi Koumosdi, qui est secrétaire permanent de la FOAPS et qui est membre du comité scientifique et membre perturbateur, que ce soit au niveau du comité scientifique ou lors du congrès. Bonjour tout le monde. Compte tenu du fait que ce panel devait se passer hier et qu'on l'a reporté sur ce matin, nous avons un deuxième panel également. Donc le comité scientifique vous fait la proposition que ma présentation ne soit pas passée ce matin. J'ai fait une présentation hier, vous avez vu, donc on vous enverra le PowerPoint de cette présentation, comme toutes les autres présentations, dans vos adresses e-mail, pour donner plus de temps aux autres panélistes qui ne sont pas encore passés du tout de faire leur présentation. Le président Boghifo a également demandé que sa présentation soit supprimée aujourd'hui, puisqu'il a eu le temps également d'interagir avec nous à plusieurs reprises. Je crois qu'il y a une troisième présentation qui sera également supprimée, ce qui va nous laisser le temps de faire les deux panels dans un temps plus court pour pouvoir terminer à temps. Donc c'est ce que j'avais à partager avec vous. Merci, donc, mon ami. Monsieur le modérateur, merci, cher merci beaucoup. C'est pas grave. Donc, il y a les deux Merci, mon ami, secrétaire général du comité scientifique, mon ami Sylvain Bonifo. Donc, j'invite Dr Hamid Taker à être parmi nous, qui est président de l'African Health Federation. Bienvenue, mon ami. Welcome. Le troisième intervenant, suite à cet aménagement de la séance, c'est Dr Shakib Zidini, qui est directeur des soins de santé de base au ministère de la Santé de Tunis. Donc, le titre de ce panel est « Investir dans le secteur du tourisme médical en Afrique, état des lieux, potentialités et perspectives ». Donc, sans plus tarder, et pour terminer dans les temps, j'invite les orateurs à respecter le temps qu'il leur est réservé. Et j'appelle en premier Dr Nadia Fenina, directrice de l'unité de promotion et d'export des services de santé du ministère de la Santé publique, à assurer sa communication, investissement et promotion du tourisme médical en Afrique, expérience de la Tunisie. À vous le micro, madame. Merci, monsieur le modérateur. Merci à tous les organisateurs. Et je remercie la Côte d'Ivoire pour l'accueil chaleureux. Donc, la présentation,
J'attends la présentation, s'il vous plaît. Vous avez 10 minutes, madame. Top chrono, allez. L'occasion se présente pour être parmi vous, pour vous présenter l'expérience tunisienne en matière de promotion du tourisme médical, mais également l'investissement dans ce domaine. La suivante, s'il vous plaît. Donc, en Tunisie, les services de santé dans l'hydrothérapie, je profite de l'occasion pour parler un peu du thermalisme, sont considérés comme un créneau promoteur et un moteur important du développement économique et social. Et depuis quelques années, le pays vit une dynamique de croissance dans ce domaine. Et à l'échelle africaine, nous occupons une place, pour ne pas dire en tête, parmi les premiers, et nous sommes classés deuxième après la France en ce qui concerne la thalassothérapie. La suivante, s'il vous plaît. Donc, un mot sur le secteur de la santé en Tunisie. Donc, les dépenses dépassent aujourd'hui les 6,3% du PIB, donc, ce qui a permis de diversifier et de progresser un peu en santé. Et le secteur public couvre plus de 80% de la population. Nous avons une médecine de pointe, la télémédecine qui se développe de plus en plus, avec une industrie pharmaceutique, parce qu'on ne peut pas soigner si on n'a pas de médicaments. Et aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique, on a une histoire, on est bien développé, donc à haute valeur ajoutée, donc font de la Tunisie une plateforme, vraiment nous sommes à l'aise. Donc en plus des infrastructures, des plateaux techniques sophistiqués et d'une main-d'œuvre, le pays dispose d'un système de formation dans les métiers de la santé répondant aux normes internationales et répondant à la demande des investisseurs tunisiens et étrangers. La suivante, s'il vous plaît. Donc, nous avons réalisé de nombreuses études au sein du ministère de la Santé et souvent avec la BAD. Donc, on a pu identifier dans le domaine de la santé 3 filières. Le tourisme de santé et soins et bien-être, l'industrie pharmaceutique avec la recherche biomédicale, donc on peut exporter des essais cliniques, comme la bioéquivalence qui se développe de plus en plus, la formation et les ressources humaines. La suivante, s'il vous plaît. Donc, comme vous voyez, donc l'industrie, je viens d'en parler, environ 30% de notre production est exportée. Notre objectif, c'est d'arriver à 70%. Et plus de 75% de la consommation en médicaments est fabriquée en Tunisie. Notre objectif, à peu près 80%, mais les 20% forcément resteront importés parce qu'il y a des médicaments qui ne sont pas tombés dans le domaine public, donc c'est difficile de les avoir en Tunisie. Donc, un système de formation performant, un fort potentiel en télémédecine, donc qui font de la Tunisie un levier de développement économique et social. La suivante, s'il vous plaît. Donc, notre offre, pratiquement toutes les spécialités, donc la cardiologie, l'oncologie, gynécologie, etc., avec l'esthétique, toutes sortes, et le bien-être. La suivante. Un mot sur le bien-être, la suivante, s'il vous plaît. Donc, c'est vraiment un potentiel et opportunité d'investissement. La Tunisie possède d'importantes réserves d'eau thermale avec des dispositions géothermiques très avantageuses pour permettre d'investir dans ce domaine. Et la Tunisie reste une destination mondialement reconnue et un lieu privilégié pour investir en hydrothérapie. La suivante, s'il vous plaît. Là, je vous présente quelques chiffres. Ces chiffres sont de 21 et aujourd'hui 24, certainement plus, parce que 21, c'était une période de Covid. Donc, on a eu plus de 6 millions de visiteurs. La suivante, s'il vous plaît. Donc, si aujourd'hui on peut se dire l'exportation de services de santé sont bien développés, ce n'est pas par hasard. C'est parce qu'on a un service médical de qualité qui reste une condition nécessaire. D'ailleurs, aujourd'hui, comme l'a bien présenté hier ma collègue concernant l'accréditation, c'est une priorité et c'est une orientation du pays parce que c'est la qualité, l'accréditation, c'est très lié. En plus de tout ça, il faut un service de support et service touristique. Le tourisme en Tunisie est développé depuis plus de 40-50 années, donc ça a beaucoup aidé le développement du tourisme médical. La suivante, s'il vous plaît. Alors, qui motive le voyageur pour aller se faire soigner dans tel ou tel pays? Donc, tout ce que je vous présente ici, en nous répondant à cela en Tunisie. Donc, une technologie avancée, meilleure qualité de prestation, accès rapide, il n'y a pas de liste d'attente en Tunisie et des coûts qui restent concurrentiels.
La suivante, s'il vous plaît. Notre étude réalisée donc, au sein du ministère a montré que le patient étranger ne vient pas parce que c'est pas cher, parce que c'est un coût bas. Donc, comme vous voyez ici, 7% uniquement viennent pour un prix considéré pas très élevé. Sinon, 31% pour les compétences des médecins et 19% pour la qualité des soins. La suivante, s'il vous plaît. Et les patients interviewés, 94% ont répondu, ils sont prêts à revenir se faire soigner en Tunisie. Donc, quand vous voyez, le taux de satisfaction est intéressant. La suivante, s'il vous plaît. Donc, quelques chiffres. Donc, le nombre de patients étrangers aujourd'hui dépasse les 500 000 hospitalisés et plus de 2 millions qui viennent pour la journée donc en ambulatoire. Et donc, depuis 2003, vous voyez, ça progresse énormément. De 2003 à 2013, c'est pratiquement x8, x26 de 2003 à 23, et x6 de 2013 à 2023. Sur la figure, la figure, surtout la partie 2023, vous voyez en couleur, donc vous voyez l'exportation de services de santé clinique, c'est vraiment le chiffre le plus bas, mais sinon le plus important, c'est les services de support et de tourisme. Donc vraiment, le tourisme de santé avec le tourisme, c'est très lié. Donc celui qui fait la campagne l'un ou l'autre, c'est toujours favorable pour tout le monde. La suivante, s'il vous plaît. Donc, juste, on a fait une étude comparative entre 2013 et 2022. Donc, 2022, c'était juste la période fin de Covid. Donc, nous avons constaté en pourcentage, parce que la Libye, qui occupait plus de 80% de la patientèle en Tunisie, aujourd'hui, c'est entre 40 et 60, donc ça dépend des périodes. Donc, le 40%, ça ne veut pas dire qu'on a moins de Libyens. En absolu, c'est beaucoup plus. Mais on a d'autres marchés qui n'existaient pas avant, presque 30% l'Afrique subsaharienne, et pour l'Europe, on est pratiquement à 21%, et principalement la France à 16%. Donc c'est un nouveau marché, la France, l'Europe, c'est surtout la chirurgie esthétique et tout ce qui n'est pas remboursé chez eux. La suivante, s'il vous plaît. Donc, les patients qui viennent surtout sur le Grand Tunis en 2013 et on a remarqué en 2022, maintenant moins le Grand Tunis, ils vont un peu sur la côte et un peu vers Djerba, vers le sud. La suivante, s'il vous plaît. Alors, nos priorités. Actuellement, nous travaillons activement pour implémenter une agence tunisienne de promotion des investissements et des exportations de services et produits de santé. Alors, pourquoi cette agence? Parce qu'aujourd'hui, nous travaillons au sein de notre unité qui dépend du ministère. Donc, nous souhaitons avoir une entité indépendante financièrement et administrativement pour pouvoir agir plus facilement. Nous avons un registre national pour les patients étrangers. On vient de développer une plateforme digitale et ça permet de faire le suivi, de comptabiliser et de sécuriser les patients qui viennent en Tunisie. Nous avons 4 cahiers de charges en cours. Le premier pour les EHPAD, le deuxième pour héberger les patients atteints d'Alzheimer, le troisième pour l'évacuation sanitaire et un quatrième, c'est pour avoir des entreprises spécialisées dans l'exportation des produits de santé et dans les médicaments. Dans nos priorités, la stratégie de communication digitale, donc depuis quelques années, nous disposons d'un site web, tunisicapitalcentre.tn, qui est la suivante, s'il vous plaît. Donc, la suivante, s'il vous plaît. Bon, ça viendra après, mais là, juste la page de garde de notre plateforme digitale du registre. Donc, cette page de garde, toutes les cliniques et hôpitaux, donc quand ils reçoivent un patient, donc ils sont obligés de remplir cette page. La suivante, s'il vous plaît. Et donc, à notre niveau, on peut observer tout cela et on peut faire des études statistiques. Donc, la figure en haut montre que entre 60 et 70%, le motif d'hospitalisation, c'est surtout les actes médicaux. On a un peu plus d'hommes qui arrivent en Tunisie que des femmes. Bon, la différence n'est pas très significative. La suivante, s'il vous plaît. Alors, on a surtout les Libyens encore, suivis de l'Europe, donc surtout la France, et l'Afrique subsaharienne. La suivante.
Alors notre agence bientôt implémentée, donc les objectifs, c'est promouvoir l'investissement, c'est aussi important que l'exportation pour travailler sur les 3 filières, le tourisme de santé, l'industrie pharmaceutique et la formation. La suivante, s'il vous plaît. Donc là, c'est une des pages capture d'écran de notre site web. Alors ce site, on a 3 expertises. On a l'expertise médicale, pharmaceutique et ressources humaines. Donc ça permet aux personnes qui visitent d'avoir des informations, mais de contacter et d'accéder directement soit à la clinique, soit à l'hôpital, soit à un laboratoire. Et ils peuvent passer à la transaction directement. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un B2B et B2C. La suivante, s'il vous plaît. Donc ici, on peut avoir pratiquement toutes les formations en santé à travers ce site. Et c'est interactif. La suivante, s'il vous plaît. Donc ici, on peut accéder par acte. Quelqu'un qui veut venir pour PMA, il appuie, il a la liste des établissements qui peuvent exercer ou ils peuvent faire le contraire. Allez-y, la suivante, s'il vous plaît. Ils peuvent choisir un établissement et regarder ce qu'ils font. Et donc, le choix par établissement ou par acte, mais jamais par médecin, parce que notre code de déontologie l'interdit. La suivante, s'il vous plaît. Donc, merci pour votre attention. Merci, Dr Finel, surtout pour le respect du timing. On laisse les questions pour la fin. On passe pour le deuxième orateur, Dr Amit Taker, président de l'African Health Federation, qui va assurer une communication investissement dans le secteur privé en Afrique. The floor is for you. Yeah, thank you for giving me this opportunity. I will speak in English, and I hope that the team at the back is ready. And if you're fine, I will try to speak slowly so that the translation can also be clear for the French-speaking delegates who are in the room this morning. Let me thank Hisham and the team from Tunisia, and of course the presentation from the Ministry of Health Tunisia. My name, as you heard, is Amit Thaker. I am based in Nairobi, and we run the Africa Healthcare Federation together with many federation leaders who are here today. And roughly about 28 countries have got a private sector group together. Some countries are very strong, and some countries are not strong. But in the next 5 to 10 years, we want all 54 or 55 countries to have a very strong private sector. Why? Because there is only one formula to keep people in Africa healthy. Only one. Public and private. It's going to be a mixed system. No other way. The 1.5 billion people we have on the continent must be looked after by both public and private sector to make life expectancy go up. No one person will do it alone. Has it become better? Yes. The life expectancy for everyone in Africa has gone up between 10 to 12 years. Who has made that happen? Both public and private. Both. Not yet. Keep the slide there. I'll tell you when to move next. If you look at the medical tourism that we've heard about just now from Ministry of Health Tunisia, I can tell you about $5 billion are being spent to buy healthcare for the people of Africa in 1 year. How much? 5 billion. Who is the largest person spending the money? One country. One country spends the highest, almost $1.75 billion. One country. Which one? Anybody from Nigeria here? Anyone from Nigeria? Thank you.
So they are the best providers of taking money out of Africa to another country, which receives care for their people. There was one country where 90% of Africans go for treatment. One country. Kenya. Which one? Kenya. India. It used to be 60%. In the last 10 years, they've moved from like 50, 60. Now it is 90. One country. Why? Only two reasons. Quality and cost. Only two. Everybody who goes to India, everybody, your family, your friends, your relatives, they go to India, they come back, they say they've got value for money. Cost, good. Quality, good. Language, good. Managing process, great. Why? Because the government in India helped everybody to understand how to work with a public-private collaboration. Even when they made medicines in India, they got 35% export compensation. The government will help private sector to do a lot. That is why they've become the world's largest medical tourism attractor. They will change taxes, they will change focus, they will provide even visa, easy visa, they will provide air flights, they are making accommodation easy because they want the industry to thrive. They want private sector to do it, not public sector to do it. This is why they've become the world's greatest. If private sector can do something, let them do it. Public sector should provide the environment. It's a big mistake for public sector to do everything. It's a fantastic mistake. Right? So my point is, every country in the world, every country, if you look at it, Bumrungrad, Thailand, if you look at Turkey, you look at Acibadem, everywhere in the world where government provides a regulatory environment and private sector provide the service, everything goes up. Everything, including healthcare. So my request is for all African countries to look at public-private collaboration. Let private sector lead what private sector can do. Let public sector lead what public sector should do. A job they've been given is to do regulation. The job they have been given through elections is to hold public office. The job they've been given to do is laws. But the day they start providing services, we are going to have problems. Big problems. Why? Because public sector cannot and will not be able to satisfy top-end services. Period. Private sector is where we need to put the money. Public sector should look after the people who don't have the money. That's why we voted for them. Every public sector, in this continent, must be very clear why they were elected. They were elected because they have to look after people who cannot afford. You look after the people who are most vulnerable in your country. Otherwise, you should step down from office. Step down from office, whether you're Minister for Health, step down if you're President, because you're wasting time. You're wasting time of yourself, you're wasting time of the people you're supposed to look after. You are a problem, you're not the solution. If you do, you can clap. If you are standing for votes and you don't want to look after people who are poor, you should not hold office. The only reason we vote for you is to look after the people who cannot pay, and the people who can pay, they should go to wherever they want to go. That message is clear. Otherwise, tell all the ministers who don't understand this to resign. They are the ones who are making our mothers and children suffer.
Why is private sector pushing this agenda? Because we believe private sector is going to make people live longer, and private sector is going to make countries be stronger. Longer and stronger is only one formula, private sector. Is that already happening? Yes. Imagine the private sector is providing almost 50% of the care every day in Africa. How much? 50. Half the entire care in Africa for 1.5 billion is being provided by private sector. It is serving the rich and the poor, both. If you think private sector is only providing the rich, then you are wrong. Private sector is also looking after the poor. Everywhere. And this is, I've been across the entire continent, and this is a fact. Next slide. Let me tell you why private sector investment is growing. Look at the booths behind you when you walk. Just walk. You will see people are building clinics. People are building labs. People are building hospitals. People are building factories. Everywhere in Africa. Why? Because of these reasons. I will show you the 4 reasons, and then I will end my slides with 6 other challenging factors. So what are these 4? Number 1, everybody in Africa wants better health care. Better. They don't want the children to have the health care that they had. They want the children to have better health care than what they had. They want to see better doctors. They want to see better facilities. Even the hospitals that your fathers and mothers went to, you want it to be better where you go. Because the demand is high, and everybody is also very clear that diabetes, cardiovascular disease, all these non-communicable diseases are an important area you want to remain healthy. The number 2 reason is today every patient, Hisham, that you see, that you saw 20 years ago is more knowledgeable than before. Why? Because everybody is a Google doctor. Everybody is a GP. In fact, GP now is replaced by Google. For GP, the internet is a more powerful doctor than the GP. Maybe we should call them Google practitioners, not general practitioners. You are a Google practitioner. What am I saying? Everybody knows when a doctor is lying on things that the doctor doesn't know. There is no room for bullshit for doctors. Because internet is powerful, and we are happy with it, all of us. Doctors cannot give bullshit to patients now anymore. And that's a good thing. Why? Because of internet and technology. What is it going to do? We are now going to get AI. What is AI? Artificial intelligence. Are doctors and nurses going to be replaced by AI? Are doctors and nurses going to be replaced by AI? Yes? Yeah. Okay, no. So doctors and nurses are not going to be replaced by AI. But doctors and nurses not using AI will be replaced by those who are using it. That I can guarantee you. If you don't start using AI today, you are going to be irrelevant tomorrow. All the kids coming into healthcare now must be trained on AI. 20 years later, those who can't use AI should not be allowed to practice healthcare at all. Because you are giving poor services. AI is going to help doctors and nurses be better. Clear? Agreed? Some of you are still thinking, maybe no, maybe no. It is unstoppable. Dr. Takir, 2 minutes. So as I finish, PPP is very clear. Public-private partnership is our best way to go. And I think our earlier speaker, you mentioned about PPP. And PPP will transform healthcare in Africa a lot, both public and private working together.
It is important. And then finally, health sector reforms, UHC. Any country that is trying to bring universal health coverage, national health, social health insurance fund is going to be the winning country. You can see in Africa, any country that has got a good national health is making people live longer. There's no doubt. Next slide. Let me show you the 6 places where money is going to flow. So this money, Hisham, is coming to 6 areas where people from outside Africa and within Africa are going to put more money for health. More money. The first one is health infrastructure. Everybody wants to build better hospitals, smarter hospitals, better laboratories, better clinics, and these are going to be around urban areas and peri-urban areas. Why? Because they want, like people want better hotels, you want better airports, you want better hospitals. So there is a scope and people are willing to pay per bed charge, per night. Second is pharmaceutical manufacturing and distribution. Local manufacturing. Do you know how many factories we have in Africa? How many factories of pharmaceuticals? 530. 530. Our population and India's population is the same, 1.5 billion. India has how many factories? 15,200. China is how many? 10,000 factories. So I'm just saying our number of factories are too small in Africa, very small. That is why you're importing. Some of the countries are importing up to 90% of the products they use. You are saying you are importing how many? You're importing in Tunisia, did you say 30, 40%? Importing. 40% importing. But what I'm trying to say is we have to make made in Africa. The other area that you want to invest in is digital health, Hisham. It's going to be big. We are going to show the world how to use digital health. US does not need it. Europe does not need it. It is going to start in Africa. The Uberization of healthcare is going to begin in Africa. The Yango of healthcare is going to begin in Africa. It must start here. So be ready to invest. Next slide as I end. Let me show you the next 3 areas. If you look at diagnostic and medical equipment, HIV, you know HIV has been in Africa for 17 years. How many? 17. Not even one test is being made in Africa. Not even one test. All the tests for HIV comes from outside Africa. What are we doing? We're sleeping on the job. We're sleeping. All the money is being made by China. All the money is being made by India. Africa is sleeping on the job. Everybody is asleep. Now, it's time to wake up because we don't even make our own tests. So I see good investment in diagnostics and medical equipment here in Africa. Number 5 is health insurance and financing. Many of you know that countries are putting together a social insurance scheme, national insurance scheme. You have a bill in parliament. You are trying to get Ministry of Health to think, how should the contribution come? Is it by payroll tax? Is it by VAT? Is it by health tax? Major confusion in many countries, how to raise money. But the biggest confusion is that the Ministry of Health is not ready to manage social insurance. They need Ministry of Finance to teach them. Ministry of Health is very, very poor in managing finance. Very poor. They don't know how to manage money in and money out. They know how to give treatment. Because they don't understand how to bring money in and money out, Ministry of Health is in the field of confusion. And that field of confusion, we have to help these ministries. They are making a mess. They are a fantastic example of mess.
Now, you need to help them to think outside creating problems. You need to give them solutions. And there's only one ministry, finance, who can help them. As I end, capacity building and training. The number of health workers we have needs to increase. There is no doubt. We need more people for health. Besides getting more money for health, we need more health for the money. Not only more money for health, but more health for the money, because the waste in Ministry of Health and in many countries is big. Hisham, we are losing a lot of money because of inefficiency in the ministry. Sometimes it's corruption. Sometimes it is irregular payments. Wasting. And all this waste of money in the ministry must stop. Must stop. Because if we did not waste money, we will make people live longer. This is why I keep saying we need leaders. We need good leaders in both public sector and private sector to make sure that we have the right people in the right jobs. We should remove politics from policy. We should remove election from selection. We should remove favors to merit. Politics is interfering in health. Do you agree? As long as politics is in health, it is messy and interfering. So let's go as private sector and drive leadership to the next level. Next slide. I would like to thank you for your time. A nice exhibition. Thank you for the use of communication. On passe à la dernière communication. Docteur Shakib Zidini, qui est directeur des soins de santé de base en Tunisie, qui va assurer la communication médecine de première ligne en Afrique, état des lieux et perspectives, expérience de la Tunisie. Bonjour à tous et à toutes. Je remercie donc le comité d'organisation de nous avoir invités ici en Côte d'Ivoire pour présenter en premier lieu la médecine de première ligne en Tunisie et vous parler un tout petit peu de l'évolution de cette médecine de première ligne. Je tiens tout d'abord à vous rappeler que la Tunisie, c'est un pays qui se situe au nord de l'Afrique et qui a une population aux alentours de 12 millions de personnes, avec une superficie qui est aux alentours de 164 000 km² et avec une côte extraordinaire de 1150 km. Diapo suivante, s'il vous plaît. Juste en introduction, je voudrais vous rappeler que cette notion d'amélioration de l'organisation de l'offre de services de santé, c'est en fait une préoccupation, comme ça vient d'être présenté par notre ami, de tous les pays. Et que cette notion d'organisation de services de première ligne constitue l'un des enjeux majeurs en matière d'organisation des systèmes de santé. Diapo suivante. On va se mettre d'accord sur cette notion de soins de santé de première ligne, soins de santé de base, parce qu'en Tunisie, nous parlons de soins de santé de base. Et maintenant, si on va considérer ces soins de point de vue offre de services, ce sont des services qui représentent la porte d'entrée donc de toute personne qui va, bien sûr, demander des soins. Deuxièmement, c'est de point de vue aussi toujours offre de services, sont des services qui sont non segmentés, ni par sexe, ni par type de problème, ni par organe, ni par capacité financière. C'est-à-dire sont des services qui répondent à tous les problèmes, toutes les personnes, toute la population. Et bien sûr, sont des services généralistes, globaux, continus et intégrés dans l'activité des médecins de première ligne. Et pour terminer,
c'est qu'en matière d'offres de services, sont des services qui sont non sélectionnés, qui devraient répondre en principe à 90% de la population dans la communauté, tout venant. Sur le plan offre, je voudrais dire que cette notion de soins de santé primaire ou santé de base, c'est en fait la première ligne, le premier contact, le premier endroit où le patient va s'adresser et rentrer dans le système de santé. Diapo suivante. En Tunisie, en fait, on parle de soins de santé primaire, et ça vous le saviez tous, quand on parle de soins de santé primaire, on parle d'Alma-Ata, 1978, et de cette charte de santé pour tous d'ici l'an 2000. Et la Tunisie était parmi les premiers pays à s'être engagé à présenter ou fournir donc, des soins qui sont complets, curatifs, préventifs et promotionnels, bien sûr, pour tout, on dit pour tout, mais le plus grand nombre en fait, de citoyens, quel que soit leur emplacement, et c'était en 1980. Comme je dirais, donc en Tunisie, on dit soins de santé de base et non pas soins de santé primaires. Le système de santé en fait, tunisien, il a été profondément touché par plusieurs défis et il a évolué au fur et à mesure de son évolution par plusieurs choses et qu'on va vous présenter. Diapo suivante. Diapo suivante. En fait, au début du XXe siècle, donc, le système de santé tunisien, il était rudimentaire, peu développé, fragmenté, qui ne répondait pas aux besoins de la population donc générale, mais plutôt la population coloniale. Et l'accès était limité et plutôt donc, les soins de santé de première ligne étaient assurés par des médecins privés, des dispensaires religieux ou bien communautaires. Diapo suivante. Dans les années 50 à 70, c'est en post-indépendance, c'est le début en fait, de la structuration et c'est la construction du système national donc, de santé qui est accessible à tous les citoyens et jusqu'aux années 74, le ministère de la Santé tunisien a coordonné des initiatives donc, de campagne donc de vaccination et de lutte contre les maladies transmissibles. Donc, on sortait donc, vers donc, les régions de l'intérieur pour vacciner les personnes et le maximum donc, de ces personnes. Et c'était en fait donc, la période où on a commencé à construire des centres de santé de base donc, dans les milieux ruraux et urbains. Diapo suivante. Les années 80 à 90, c'est l'extension du réseau donc de soins de santé primaire et la Tunisie a commencé à construire de plus en plus donc, de centres de santé de base pour, bien sûr, diminuer ce déséquilibre entre les régions et rapprocher, bien sûr, les soins à la population, quel que soit l'endroit où elle se situe. On a commencé aussi par renforcer la formation donc, des professionnels de la santé et à décentraliser les services pour mieux répondre aux régions reculées. Diapo suivante. Les années 2000 donc c'est la modernisation et les défis. Donc c'est l'introduction donc, des nouvelles technologies de l'informatique, de la communication, avec le développement de plus en plus du secteur privé, l'amélioration des infrastructures, l'informatisation des dossiers médicaux, mais malheureusement, vu tout ce qui est transition démographique et épidémiologique, un nouveau défi, c'est qu'on doit s'attaquer aux maladies non transmissibles, les maladies cardiovasculaires, les cancers, et donc on doit tout reprendre. Et bien sûr, on devrait aussi lutter contre les inégalités d'accès aux soins dans notre pays. Diapo d'après. Non, revenez s'il vous plaît. Merci. Les années 2010 à 2020, donc vous savez qu'en Tunisie, en 2011, nous avons eu la révolution tunisienne, donc, et ça a eu comme impact un bouleversement sociopolitique qui a impacté donc, le système de santé avec donc, des réformes
donc pour l'accès aux soins, et ça nous a créé de nouvelles difficultés, à savoir donc un manque de ressources financières humaines, la notion de migration donc de médecins, et j'en passe. Diapo d'après. Et depuis 2020, en fait, donc on rentre dans les initiatives de résilience avec le Covid, et ce Covid qui a montré un peu les défaillances et les forces donc, de notre système de santé, à savoir nos forces, la réactivité, parce que quand même en Tunisie, nous avons eu l'opportunité, nous avons réussi quand même à s'organiser pour pouvoir vacciner donc, la population, mais aussi nous avons aussi vécu donc une surcharge donc, au niveau des structures, et parfois nous avons eu à choisir entre quelques soins. Et sinon, il y a eu, à partir de ce moment-là, en Tunisie, on pense à la résilience du système de santé. Donc, on parle de télémédecine qu'on est en train de développer de plus en plus. Et bien sûr, donc, on s'intéresse de plus en plus à la promotion d'un modèle qui est intégré, que ce soit préventif, de diagnostic précoce, de gestion. La première ligne en Tunisie, c'est un système qui est basé sur les centres de santé de base, les prestataires privés qui jouent un rôle crucial et important en Tunisie, et ils représentent la porte d'entrée du système de santé qui, bien sûr, comporte 3 lignes de soins complémentaires, et c'est un système qui est centré sur la personne. Diapo d'après. Diapo d'après. Donc, je rappelle quand même que le système de santé tunisien, il est pyramidal. Donc, à la base, la porte d'entrée, où on retrouve les centres de santé de base. En Tunisie, nous avons 2102 centres de santé. Les centres de santé de base sont regroupés avec un hôpital de circonscription pour représenter ce qu'on appelle une circonscription sanitaire. Et c'est la première ligne publique qui, normalement, prend en charge en premier lieu donc, les patients pour, bien sûr, diriger les patients qui nécessitent un soin plus spécifique aux hôpitaux régionaux, puis, si c'est nécessaire, diriger les patients vers donc, les établissements publics de santé ou bien les centres hospitalo-universitaires. Et vous constatez donc les chiffres que nous avons, donc 34 centres hospitalo-universitaires, 35 hôpitaux régionaux. Et en dehors donc, de ce système-là, nous avons des centres de santé de la reproduction qui font partie donc, de l'Office national de la famille et de la population, et nous avons aussi des centres de santé universitaires et des centres de médecine scolaire et universitaire. Diapo d'après. Vous regardez sur cette carte la densité des centres de santé en Tunisie, et vous constatez que la densité elle est plus dense dans les régions de l'ouest que dans les régions de l'est, vu que dans les régions côtières, il y a plus de centres de cliniques privées, plus donc, de CHU, ainsi de suite. Donc en Tunisie, vous avez donc 2400 environ médecins généralistes, des médecins spécialistes 3500, des dentistes, c'est toujours dans le secteur public, et des dentistes 716 dentistes, et des médecins, des paramédicaux aux alentours de 39 000 paramédicales. Donc ce secteur public, il est censé donner des soins donc à 90% des citoyens dans un rayon de 5 km. Le secteur privé, c'est un secteur qui est en pleine expansion de plus en plus, et vous avez ici les chiffres. Les médecins généralistes, c'est 3200 ou 3300. Les médecins spécialistes, c'est aux alentours de 6000 médecins spécialistes, aux alentours de 4000 dentistes, 2350 officines, donc 4500 paramédicaux. Nous avons des laboratoires donc, médicaux privés, des centres d'hémodialyse privés, des centres d'imagerie avec un équipement médical lourd, et 112 cliniques privées. Diapo d'après. Aujourd'hui, en fait, la médecine de première ligne en Tunisie, elle offre des soins
des services de traitement, certes, comme tous les autres systèmes de santé ou première ligne dans le monde. Il y a aussi donc des services de protection maternelle et infantile, de prévention, de contrôle, de lutte contre les maladies endémiques et surtout la vaccination avec un programme national de vaccination. Je voudrais vous rappeler qu'en Tunisie, nous avons environ, si ce n'est plus, 25 programmes nationaux. Et quand on dit programme national, il y a une prise en charge totalement gratuite en Tunisie. J'en cite le programme national donc, de santé de la mère et de l'enfant, le programme national donc, lutte contre le HIV-Sida, la tuberculose, la vaccination, il y en a plein, les personnes âgées, la santé oculaire, et j'en passe. Et tous ces programmes-là, il y a une prise en charge totale et intégrale et surtout gratuite de toute la population. Hier, donc, je discutais un peu avec un des exposants. En Tunisie, nous avons un programme national de lutte contre la rage et la vaccination contre la rage, c'est une vaccination qui est gratuite et non pas payante. Et c'est ce qui fait que nous poussons les gens à venir donc, se faire traiter en cas d'agression animale ou autre. Merci. Une minute, donc, docteur. Oui, donc j'arrive. Donc je passe. Bien, en fait, en tant que perspective, la Tunisie, elle a préparé une politique nationale de santé d'ici 2030 et diapo d'après. Donc cette politique nationale, donc, elle se base sur, bien sûr, la santé familiale et de proximité comme pivot du système de santé. Comme elle va présenter donc, un paquet de services essentiels pour tous et elle se base sur un régime de base donc, unifié pour tout le monde. Le secteur public et le secteur privé, donc, on ne parle plus en fait de... Et c'est déjà... donc, ça a eu un impact même sur la dénomination du ministère. Ça ne s'appelle plus ministère de la Santé publique, ça s'appelle le ministère de la Santé donc, tout court, parce que dans cette politique, on parle de ministère de la Santé et santé de la population, que ce soit pris en charge par le secteur public ou bien par le secteur privé. Diapo d'après, donc oui. Après, oui. En fait, cette même politique, elle passe le citoyen au centre donc, du système, oui. Et c'est la porte privilégiée donc du système. Le public, le privé, je viens de le dire, donc c'est la même chose. Un réseau de proximité, on rapproche le maximum donc, les soins à la population, à la communauté, oui. Donc une coordination du parcours des soins, oui. La digitalisation. Actuellement, en Tunisie, nous avons digitalisé le deuxième ligne. Actuellement, on passe la digitalisation de la première ligne. Et par exemple, nous avons actuellement un système qui s'appelle EVAX et EVAX 2, où toute la vaccination en Tunisie est digitalisée, informatisée. Ça a commencé avec tout ce qui est vaccination de routine. Et maintenant, on est en train de s'étaler donc, vers les autres vaccinations, telles que la vaccination contre la rage ou autres. Oui, allez-y, allez-y. Donc, un paquet de services essentiels, oui. Des besoins durant tout le cycle de la vie, des services préventifs, curatifs et de réadaptation, oui. Cette notion de qualité, tout le monde en parle et vous avez constaté qu'en Tunisie, on est en train d'aller vers l'accréditation des centres de santé de base de plus en plus pour, bien sûr, assurer des soins de qualité à notre population. C'est des soins qui sont disponibles, accessibles, bien sûr, avec un coût abordable et soutenable. Diapo d'après. Voilà, juste, je voudrais quand même vous dire que cette première ligne, elle a quand même eu des réussites, je vais en citer quelques-unes. C'est grâce à cette première ligne, qu'elle soit privée ou publique, nous n'avons enregistré aucune infection locale de paludisme depuis 1979. La bilharziose, elle a été éradiquée depuis 1983. Aucun cas de choléra depuis 1986.
aucun cas de polio sauvage n'a été enregistré depuis 1993 et aucun cas de diphtérie n'a été enregistré depuis 1994. Diapo d'après. D'autres réussites aussi qui sont très importantes, à savoir que la vaccination, vous voyez que la première dose de VPI, nous sommes à une couverture de 96%, la troisième dose de pentavalent VPO à 99%, la rougeole rubéole 96-97%. En matière, donc, revenez s'il vous plaît, en matière de santé maternelle et infantile, donc, nous avons pu quand même diminuer cette notion de décès néonatal à 9,3 pour 1000 naissances vivantes et surtout, diminuer cette notion de décès maternel, donc, qui était aux alentours de plus que 50 à 34,7 pour 100 000 naissances vivantes et surtout que nous avons atteint les objectifs du développement durable qui, bien sûr, disent qu'il faut être en dessous donc, du 70 pour 100 000 naissances vivantes. La dernière diapo, et je termine, je voudrais dire quand même qu'en Tunisie, la première ligne représente la pierre angulaire du système de santé, que ce soit en matière de prévention ou bien de parcours de citoyens, et que la Tunisie n'a jamais hésité à prendre des décisions favorables à ce secteur qui est aussi sensible, ni d'adhérer aux conventions stratégiques donc, et mondiales visant à promouvoir la santé, assurer des soins de qualité, centrés sur la personne, équitable, accessible, efficace et acceptable. Ce système donc, de santé, il repose sur un réseau de prestations de services qui est représenté par les centres de santé de base en Tunisie, les hôpitaux de circonscription et un secteur privé qui est en pleine expansion. Diapo d'après, je vous remercie. Merci, Dr Zidine, et je remercie les trois orateurs qui ont respecté le timing. Donc, je vais résumer en 2 mots l'intervention tout d'abord de Dr Fennina, qui a essayé de parler de l'expérience tunisienne. Elle a insisté sur l'hydrothérapie et la place de la Tunisie à l'échelle mondiale après la France, que le budget réservé à la santé a atteint les 6,3%, que la santé publique assure 80% des soins. Elle a insisté sur l'industrie pharmaceutique tunisienne et l'apport considérable en coût et en quantité. En Tunisie, le plateau offre plusieurs services de spécialité, notamment esthétique et de bien-être. Les structures médicales de qualité accréditées, une technologie de haut niveau et un accès rapide sans liste d'attente. Et donc, avec des invités à 700 000 hospitalisations, 2 millions de soins en ambulatoire, avec une multiplication par 8 de 2003 à 2013 et par 6 de 2013 à 2023. Donc, la Tunisie reste un pays d'accueil et de soins de qualité. Okay. Vous allez quitter le... Ok, pas grave. Donc, Dr Taker a fait un très beau show. Et il a insisté sur le partenariat public-privé, l'importance des soins apportés par le secteur public qui doit répondre à 90% de la demande des patients, assurer les soins pour les démunis, surtout parce que c'est un sujet important et nécessaire pour des structures qui ont été élues pour assurer cette tâche, que le secteur public sert à la fois les démunis mais aussi des soins de qualité. Et le rôle, il a trop insisté sur le rôle du privé dans les soins, et que le partenariat public-privé doit être de mise et qu'il assure un apport très important pour atteindre ces objectifs. Il a insisté sur le fait que les Africains doivent se réveiller et faire comme certains pays comme la Chine et l'Inde et investir dans la santé, essayer de dépasser la corruption et être réactif
pour élever le niveau de la médecine dans ces pays et être un pays d'accueil. Investir dans la santé est très important et rapporte beaucoup. On a fini par la communication de Dr Zidini qui a donné l'idée sur l'approche de la Tunisie en matière de soins de première ligne ou primary care, qui assure pratiquement 90% des soins. Il a insisté sur l'importance de la politique tunisienne depuis les années 70 jusqu'à ce jour. Et il insiste surtout suite à la transition démographique pour vraiment améliorer les soins et assurer les soins de proximité 90% des citoyens, donc à moins de 5 km. Il a donné une cartographie avec les médecins généralistes, les spécialistes et le nombre de médecins, de pharmaciens. Et il a enfin illustré le succès de ce système malgré ses défaillances et les rêves que tout Tunisien voudrait assurer, qu'on a éradiqué plusieurs pathologies infectieuses, notamment le paludisme, la polio. La vaccination a des taux assez importants, jusqu'à 90 ou plus, même 99%, et la diminution de la mortalité maternelle. Donc, j'ouvre le micro à l'assistance. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions à Dr Taker ou à Dr Zidini? Donc, pas de questions. Est-ce que vous avez une question? C'est la représentante de Liberia, très actif. Good morning, Dr. Cooper, the chair of the Private Healthcare Federation of Liberia. I have a question for Dr. Thacker. You made mention of having the public sector to focus only on what private sector cannot do, encouraging and enabling the private sector to do as much as possible. How do we get our governments to that place, especially when some of them are doing sometimes enabling policy, but how do you get it to execute the way it was done in India, for example? What's the key to that? Right. That's a very good question by Nicole Cooper from Liberia. If the government understands that the funds for the Ministry of Health are limited and they cannot look after everyone, and if they allow private sector to do more, then they can look after the rest with the money they have. I think the issue here is 20 years ago, public sector used to think private sector is a competitor. If any country in Africa thinks that private sector is a competitor with public sector, I think we should admit them to ICU. We should take that government for counseling, and we should make that government start thinking whether they want to look after people or look after themselves. A good government is a government that says, I can let my money look after people who don't have the money. If that reckoning comes, Nicole, you will be surprised. That is now what our ministry thinks in Kenya, where I'm from. That can I make my tax dollars do better for the people who can't afford? So that means the more private sector can do and look after more people, the better my tax money can look after and give better quality. That is a mindset shifting the mindset. This is when you say private sector is welcome. The more private sector that can be put in, the better my people will live longer. The day you start thinking like that. So, to answer your question, really, it's dialogue, it's engagement, it is bringing the right leaders in Ministry of Health. The leaders of tomorrow, not the leaders of yesterday. So I wish you all the best. Merci, Dr Taker. Toujours le même style, un peu
mais qui essaie de transmettre des messages qu'il faudrait lire et relire. Y a-t-il d'autres questions? Après le Libéria, y a-t-il d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas de questions, on clôture la séance et on laisse la place à notre aimable maître de cérémonie. À la photo de famille. Okay. Allô? Le maître de cérémonie va vous demander d'applaudir bien fort, monsieur le modérateur, pour la maîtrise de la conduite de ce panel. Bien. Mesdames et messieurs, pendant que le panel pose pour la photo, je voudrais demander à tous ceux qui sont derrière, humblement, de bien vouloir approcher, combler les chaises vides, s'il vous plaît. Nous avons une illustre personnalité parmi nous. Monsieur le ministre nous fait l'honneur d'assister à ce congrès. Donc, il est bon que la salle soit compacte. Veuillez avancer et nous ne souhaiterions voir personne debout, sauf ceux dont le travail exige cette station debout. S'il vous plaît, veuillez tous prendre place.